L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Océan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes acteur, réalisateur, humoriste. Le grand public vous a découvert il y a une dizaine d'années avec votre spectacle La lesbienne invisible. Océan, c'est votre prénom aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Vous avez, depuis 3 ans, changé de genre et cette transition, vous avez décidé de la filmer vous-même pendant un peu plus d'1 an. Vous en avez fait une web-série, puis un documentaire qui s'appelle Océan, qui est sorti récemment au cinéma. On en regarde quelques extraits et on en parle juste après. Le océan, c'est ça? C'est joli. Mais océan. Océan. J'ai compris que j'étais épuisée d'être une femme parce que ce n'était pas en adéquation avec qui je me sentais intérieurement. J'ai donc pris la décision de changer de genre, de m'affirmer tel que je suis, un homme trans. Tu seras pas un homme, tu seras pas mon fils. Je serais quoi alors? Tu seras trans. Non, je serais ton trans? Oui, mon trans à moi. Vous êtes le premier artiste français, je crois, à revendiquer publiquement cette transidentité, un chemin éminemment personnel, très intime. Pourquoi avoir pris la décision de l'exposer au grand jour? Déjà parce qu'il n'y avait pas de film que j'avais vu, sur des grosses chaînes en tout cas, fait par des personnes concernées. Et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées, que c'est toujours les plus à même de raconter leurs histoires. Et donc tous les documentaires que j'avais vus sur les trans, c'était un peu genre on nous regardait comme des petits koalas qui vivent dans la forêt. J'étais là, ouais, c'était très externalisant, très exotisant presque. Et aussi très triste. C'est vrai qu'on a tendance à percevoir la transidentité encore aujourd'hui comme une maladie. Même si ça a été enlevé de la liste des maladies mentales en 2010, mais c'est très récent quand on y pense. Et nous on est là, non, on n'est pas fou, on n'a pas de maladie, c'est juste que voilà, on se reconnaît pas dans le genre qui nous a été assigné. Et je me disais que faire un film joyeux, positif, ça serait aussi un outil d'empowerment, comme on dit, de force pour toutes les personnes qui se posent des questions sur leur genre et qui peut-être veulent démarrer une transition et ont peur. Et je me suis dit que voilà, filmer ça aussi de manière joyeuse, ça pouvait faire du bien. Et on rit beaucoup, effectivement, on va y revenir. Au début du film, on commence plutôt par des larmes, une émotion en tout cas. On vous voit très ému, annoncer à vos proches, à votre famille, que vous avez donc déjà entamé d'ailleurs cette transition. Et vous dites à ce moment-là, j'étais épuisée d'être une femme. Pourquoi épuisée? Épuisée parce que je me sentais pas vraiment à ma place. Bon, il y a 2 choses. Il y a le fait que de toute façon, je trouve que c'est épuisant d'être une femme parce que voilà, on vit des oppressions quotidiennes en tant que femme. Le fait d'être tout le temps sexualisée, d'être tout le temps jugée, on va dire, par les hommes, par le patriarcat, le fait d'être moins payée que les hommes. Peut-être que vous en savez quelque chose, je sais pas. Voilà, et puis toutes les violences dont on parle en ce moment, je veux dire, c'est des choses que nous on connaît, qu'on a vécues. Et donc il y a une part qui est, je dirais, réel qui pourrait s'appliquer à n'importe quelle femme, mais il y a aussi le fait de ne pas me sentir à ma place, de ne pas me reconnaître vraiment dans cette identité de genre et de me dire que ça serait peut-être plus juste pour moi d'être dans l'autre catégorie. Je pense vraiment que le genre c'est une construction sociale, des constructions sociales qui nous oppressent de manière différente, mais qui oppressent surtout les femmes. Et moi mon changement de genre, je dirais que c'est lié à un ressenti de corps, une façon d'être au monde qui marchait pas pour moi. Donc, et en même temps, évidemment, c'est aussi un geste féministe de dire voilà, je vais faire ce que je veux de mon corps. Et en fait, je peux me représenter comme je veux socialement. Et c'est vraiment un geste d'émancipation. Votre sœur, à la fin du film, l'une de vos sœurs, je crois que vous en avez eu plusieurs, vous dit mais t'es passée du côté des oppresseurs. À présent, vous dites que vous aviez la sensation en tant que femme d'être opprimée. Vous êtes passée du côté des oppresseurs? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, elle dit j'ai cru que. Mais oui, voilà. Cru que. Elle dit bien que je ne suis pas devenue un nécessairement, oppresseur. votre regard sur les femmes a changé. En fait, ce qui est intéressant, ce que je comprends maintenant, c'est que en fait, je ne serai jamais un oppresseur. Je serai toujours du côté des femmes, au sens où j'appartiens à un groupe qui est discriminé. Aujourd'hui, être trans, c'est compliqué. On vit beaucoup de violence. Moi, en ce moment, je suis en tournée dans toute la France et je vois vraiment que c'est très dur. Pour moi, ça va. Je suis très privilégiée. Je suis blanc, je suis un homme. J'ai de l'argent, ça va. Et encore, pour moi, c'est quand même, je trouve, plus violent d'être trans que d'être une femme cisgenre. C'est-à-dire que je considère que j'ai perdu en privilège, même si j'ai gagné en confort. Et honnêtement, je n'aurais jamais une attitude oppressive, puisque par exemple, quand ça m'arrive de marcher derrière une femme le soir et que je la vois stressée, moi, son stress, déjà, je le vis dans ma chair, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je peux bien vivre,
quand les hommes me font des blagues sexistes parce qu'ils me voient comme un homme cis et que je vois la violence avec laquelle ils peuvent parler des femmes, ça me terrifie en fait. Donc je suis jamais dans une attitude d'oppresseur en réalité, et je considère que j'appartiens au groupe des femmes, au groupe des dominés, des discriminés, et que je serai toujours du côté des opprimés. Cisgenres étant ceux qui vivent leur genre, le genre qui a été celui de leur naissance sans le remettre en question. Effectivement, vous le disiez, on vous suit Océan pendant 1 an. De votre première prise de testostérone, la scène est assez drôle d'ailleurs avec des amis à vous qui ne savent pas très bien comment faire la piqûre à votre mastectomie, votre changement d'état civil. On vous suit donc avec vos amis, votre proche, votre mère, on va en reparler. Et effectivement, là où votre parcours est un peu différent peut-être d'autres personnes qui ont voulu faire une transition, c'est que vous êtes extrêmement soutenu dans une atmosphère bienveillante, alors que les témoignages qu'on a en général sont plutôt des témoignages d'oppression, de rejet. Oui, parce que la transphobie, elle est partout, elle est au niveau de l'État. Déjà, là, je vois, moi, dans toute la France, j'apprends des choses hallucinantes. Par exemple, à Metz, la mairie refuse systématiquement les changements de prénom. Donc, c'est une violence vraiment qui vient de l'État, une violence transphobe. En ce moment, à Toulouse... Alors qu'elle y est obligée par la loi. Alors qu'elle y est obligée, que c'est à elle de traiter ces dossiers, elle les envoie au tribunal, alors que depuis la loi de 2016, c'est aux mairies de traiter les changements de prénom. Moi, tous les 2 jours, j'essaye d'aider parfois, de faire des lettres aussi pour débloquer des situations, mais à un moment, je ne peux pas me substituer à l'État. Et à Toulouse, en ce moment, la CPAM refuse toutes les demandes d'ALD, affection longue durée, donc la sécurité sociale. Donc la prise en charge pour les personnes trans à la Sécu. Enfin, je veux dire, c'est tout le temps, c'est systémique. Que moi, je passe devant des juges à 42 ans, j'arrive, c'est des juges, des personnes qui m'ont jamais vu de leur vie, qui vont décider qui je suis. C'est une violence permanente. Donc oui, c'est sûr que moi j'ai des privilèges, mais c'est pas toujours aussi facile, et je tiens vraiment à rappeler que c'est dur de transitionner, non pas parce que nous on aurait un problème, nous on n'a pas de problème, nous on va très bien. Transitionner, c'est le meilleur moment de notre vie, mais c'est dur parce qu'on reçoit de la violence. Il y a une scène assez sidérante dans le documentaire. L'un de vos amis, qui lui aussi a fait une transition, vous raconte que sa propre mère le faisait passer pour le frère de sa sœur, disant que sa sœur était décédée. Oui, les parents ont souvent ce vocabulaire du deuil. Moi, je me bats beaucoup contre. Pour nous, c'est très violent en fait quand les parents parlent de deuil comme si on était mort, alors que nous, on se sent plus vivant que jamais. Donc, ce que j'ai tendance à conseiller, parce que souvent les mamans viennent aussi aux projections et on discute après ou pendant, et je leur dis, ok, si vous voulez parler de deuil, je comprends, mais parlez de faire le deuil de votre projection. La projection sur le genre d'un enfant, elle est très forte. Si vous êtes enceinte, le premier truc qu'on vous demande, c'est un garçon ou c'est une fille, comme si c'était vraiment vital d'avoir cette information, au lieu de peut-être demander est-ce qu'il est en bonne santé. Et donc, en fait, les parents projettent beaucoup sur leur genre dans leur enfant. Donc, ok, s'ils veulent faire un deuil, qu'ils fassent le deuil de leur propre projection et qu'ils nous laissent tranquilles et qu'ils nous soutiennent surtout parce qu'on a besoin de leur soutien. On voit beaucoup donc vos échanges avec votre maman qui est à la fois très aimante, très présente, mais pour qui, évidemment, et vous ne le remettez pas en cause, d'ailleurs, c'est un bouleversement absolu, effectivement. Elle dit d'ailleurs à un moment « Océane est morte ». Il faut que j'y renonce. Vous comprenez, évidemment, vous l'admettez, vous comprenez que pour elle... Je comprends que pour les parents, c'est difficile, parce que c'est vrai que nous, quand on fait notre coming out, ça fait souvent des années qu'on y réfléchit, on est prêt, on est très impatient, on veut que tout le monde nous appelle par notre nouveau prénom et par notre vrai prénom. Et pour les familles, c'est le contraire. Eux, ils ne veulent pas que ça arrive, donc ils essayent de ralentir au maximum. Donc on a 2 temporalités qui s'affrontent et il faut négocier avec ces 2 temporalités. Pour autant, voilà, moi j'ai quand même aussi expliqué, on me voit dans le film aussi m'engueuler avec ma mère et lui dire tu peux pas me dire des choses aussi violentes, dire que je suis morte. Enfin, moi je suis la même personne, c'est juste, je suis juste en train de devenir encore plus moi-même et je considère pas du tout qu'il y a une part de moi qui est morte. Au contraire, je dirais que tout ne fait que se rentrer dans l'ordre en fait. Et donc voilà, elle finit par le comprendre et aujourd'hui ça va beaucoup mieux entre nous. Je le dis parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent souvent quand aujourd'hui elle a fait sa transition. Elle a fait sa transition exactement. La plupart du temps, on le disait, on vous voit plutôt rire et on rit avec vous. On vous suit muet comme un ado de 16 ans, c'est ce que vous dites. Gentiment recadrer vos proches qui n'utilisent pas le bon vocabulaire. Parfois, c'est un peu compliqué. Non, ça l'est pas du tout, c'est faux. Il faut arrêter de dire. En tout cas, pour eux, parfois, c'est un peu compliqué. Et puis, apprendre à vous raser. C'est marrant, ce rapport au poil, à la barbe. C'est assez central, en fait. Ça a l'air anecdotique, mais ça ne l'est pas. Non, ça ne l'est pas. Mais en fait, moi, je sais pas, j'y réfléchis beaucoup en ce moment sur le rapport que peuvent avoir les femmes au poil et les hommes aussi. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est moins pensé pour les hommes. Les hommes, s'ils n'ont pas de poils, ils sont beaux parce qu'ils sont imberbes. Et s'ils ont plein de poils, ils sont beaux parce qu'ils
qu'ils sont virils. Donc eux, ils gagnent à tous les coups. Par contre, chez les nanas, c'est vrai que c'est ça aussi la fiction du genre. C'est-à-dire qu'une femme qui aurait un taux de testostérone naturellement élevé, et ça arrive à beaucoup de femmes, et qui donc aurait une pilosité très développée, on va immédiatement lui donner des hormones, c'est-à-dire des hormones de synthèse. C'est-à-dire que c'est marrant, c'est que nous, on doit passer devant un psychiatre, c'est très compliqué pour avoir accès aux hormones, mais par contre, si c'est pour renforcer votre genre assigné, alors là, il n'y a pas de problème, on vous hormone tout de suite. Les hommes prennent du Viagra dès qu'ils ont des problèmes d'érection, les femmes prennent des hormones pour prendre la pilule déjà, et puis si par exemple elles commencent à avoir des poils, elles vont faire des épilations laser et tout, comme si la femme était nécessairement un berbe, ce qui est vraiment, je trouve, quelque chose à réfléchir. Ce que votre réflexion pose comme question, c'est qu'il faut que vous vous défassiez de ce qu'on vous a mis dans la tête en tant que femme, et en ayant fait cette transition, vous ne pouvez que le constater de façon encore plus évidente. Oui, complètement, et c'est vrai que la relation au poil, elle est étrange, parce que quand on a vécu pendant 40 ans avec... Et au physique en général, d'ailleurs, au poids, oui, voilà, au poids, aux exactement. cheveux. Oui, non, mais c'est sûr, et c'est là qu'on voit à quel point les femmes sont vraiment sous pression. Ouais. Est-ce que c'est un parcours qui se fait dans la clandestinité aujourd'hui en France? Il y a des gens qui passent pas par les médecins parce que par exemple, il y a 2 jours, j'ai rencontré un jeune qui m'a dit, qui est vraiment très isolé géographiquement, qui m'a dit, moi le seul psy qui est près de chez moi, il me dit qu'il faut que j'accepte d'être une femme et qu'il faut que j'accepte ma féminité. C'est-à-dire qu'on a quand même des jeunes qui se trouvent face à des psys qui nient leur transidentité. Et ça, je tiens à rappeler, c'est le taux de suicide chez les jeunes trans, il est 7 fois plus élevé que la moyenne. C'est aussi à cause de psys qui savent pas de quoi ils parlent et qui n'accompagnent pas les personnes. Donc vraiment, encore une fois, cette transphobie-là, elle est permanente, et j'aime bien en parler parce que je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est violent de manière générale. Est-ce que vous diriez qu'il faut... Vous avez fait votre transition, vous aviez à peu près 40 ans, est-ce qu'il faudrait... accompagner des plus jeunes, ou est-ce qu'il faut laisser le temps au temps parce que c'est un long cheminement? Moi, je pense surtout qu'il faut que les familles et les parents acceptent que quand un jeune parle de ça, quand un jeune dit « je crois que je ne suis pas dans le bon genre, je ne me sens pas à ma place, je suis en souffrance parce que je ne me sens pas bien », il faut l'écouter. Ce n'est pas des crises d'ado. Tout le monde fait une crise d'ado, tout le monde n'est pas trans. Et je parlais récemment, j'étais avec 5 amis, des femmes trans, et je leur ai posé la question, je leur ai dit « à quel âge vous avez su que vous étiez trans ?» Et les réponses, c'était entre 3 et 12 ans. Donc, après, moi, j'ai mis 40 ans, hein. Donc ça veut rien dire. Il y a des gens à 50 ans, ils ont une illumination, ils font, mais en fait, c'est ça qui fait que ça va pas depuis le début. Mais je veux dire, ça peut arriver à tout âge. Mais je veux dire, un enfant qui parle de ça, il faut l'écouter. Et donc, en effet, il va prendre son temps. De toute façon, on peut pas prendre d'hormones avant 18 ans, donc il n'y a pas de problème. Mais ça n'empêche pas de permettre aux jeunes de faire une transition sociale, de choisir un nouveau prénom, de faire des expériences aussi. Il faut aussi dédramatiser la fluidité. C'est ok si on a envie de s'habiller comme une fille ou comme un garçon. En fait, ça devrait vraiment être ok pour tout le monde, et que les jeunes puissent faire des expériences de l'autre genre. En fait, je pense que tout le monde devrait le faire. C'est un film aussi beaucoup pour les proches et pour les parents, effectivement. Merci beaucoup, Océan, d'être venu ce matin sur ce plateau. Et donc, ce documentaire qu'on peut voir toujours sous forme de web-série sur Internet est toujours disponible. Sur France TV/. Sur France TV/. Belle journée à vous. Merci. Et merci d'être venu. L'info continue avec Damien Coquet, juste après la pause. À tout de suite.